J'étais quand même passionné par les analystes de la CIA, du FBI, qu'on retrouve généralement dans les films. J'aime regarder les films. Oui, voilà. On aimait quand même voir des gens s'introduire dans les systèmes, pirater des codes, etc. Donc, le rêve, il est né de là. Mais j'avais envie de rester dans une position où j'allais casser, plus ou moins. Casser les lignes de code. Casser les lignes de code. Être dans une position où c'est plutôt moi qui cause des problèmes. Bon, dans le sens de voir comment je pourrais quand même trouver des solutions. Donc, c'est comme ça qu'est née l'envie de passer à la cybersécurité. L'OAP, c'est déjà dans la définition du sigle, c'est l'Open Web Application Security Project. Déjà, pour démarrer, quand tu as checké la liste, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quels sont les grands changements? Celui de 2025, choquant pour moi. Choquant. Oui, choquant dans le sens où, par exemple, à la première position, on a toujours le Broken Access Control, qui reste quand même l'une des choses les plus difficiles à contrôler. Déjà, quand tu prends le premier élément du classement, aujourd'hui, quand on prend la majorité des applications web, quelle est la vulnérabilité qui revient en première position? On va ramener un peu la balle à terre. D'accord. Parce que nous avons aussi bien un public technique que non. Je sais que tout ce que tu dis, tu es dans ton domaine technique, mais d'accord. De façon non technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va peut-être parler aussi à beaucoup plus de personnes. C'est comme vous êtes une plateforme de musique, comme Deezer, Spotify et autres, sans faire la pub, et vous n'avez pas un accès premium. Vous êtes censé avoir de la publicité lorsque vous écoutez la musique. Et vous vous rendez compte qu'il suffit juste de modifier une lettre, quelques paramètres, un chiffre, et là, vous devenez premium du coup. Et vous avez la possibilité d'écouter toute la musique sans publicité. Et si ça vient en première position, ça veut dire que dans la majorité des applications aujourd'hui, il y a cette menace-là qui est présente. Bien sûr. C'est ce que ça veut dire. Le web est un univers fascinant. Il connecte les humains, facilite les échanges, automatise les process. Mais il a un revers. Sous ces belles interfaces se dissimulent des failles, des erreurs, des vulnérabilités, souvent invisibles mais dévastatrices. Pourquoi? Simplement parce qu'une simple erreur d'inattention, une configuration mal pensée ou une dépendance non vérifiée peut ouvrir une brèche. Et pour aider à identifier ces brèches dans les solutions applicatives, les professionnels de la cybersécurité s'appuient sur un outil, que dis-je, un référentiel devenu incontournable, le WASP Top 10. Un classement mondial qui révèle les 10 principales faiblesses de nos applications web. La version 2025 vient de paraître et bouscule tout, avec de nouvelles vulnérabilités qui émergent, d'autres qui changent de place dans le classement. Alors, que nous apprend ce nouveau classement sur la sécurité des applications web en 2025 et surtout, comment éviter de tomber dans les mêmes pièges? Bienvenue sur MCA Cyber Talk, le podcast où nous parlons de la cybersécurité sans filtre. Aujourd'hui, pour décortiquer ce nouveau classement du OWASP Top 10, je reçois dans ce nouvel épisode Charbel Achadé, pentester hacker éthique dont sa mission est d'infiltrer les applications web à la recherche de failles et de vulnérabilités. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir risque de vous surprendre. Et ça commence juste après ceci. Salut Charbel, comment tu vas? Bonjour Adeshina. Ta forme? Ça va. Bienvenue sur ce podcast et c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Merci de m'inviter, c'est un plaisir d'être ici. Super. Avant de démarrer, je voudrais pour nos abonnés qui te découvrent pour la première fois, que tu te présentes et que tu nous dises, je disais en intro que ton travail c'est d'infiltrer les systèmes, les applications web pour rechercher les failles et les vulnérabilités. Comment ça se passe au quotidien? Je m'appelle Charbel Achadé, je suis pentester professionnel. Mon rôle, c'est d'aider les entreprises à identifier les failles de sécurité dans leurs applications et dans leur réseau avant que des attaquants ne puissent les détecter et les utiliser contre eux. Donc, c'est généralement le rôle d'un pentester. Je suis aussi ancien étudiant du MCA Academy.
ma formation au MC Academy m'a permis aussi d'avoir des certifications professionnelles comme le PNPT, le CPTS, le CWES. C'est des certifications pratiques qui sont basées sur de vrais tests et qui sont reconnues de façon internationale. Super. Donc aujourd'hui, tu es alumni MC Academy, merci de le mentionner. Déjà rapidement, qu'est-ce qui t'a poussé vers le monde du pentesting et comment s'est passée ta formation au niveau de l'académie avant qu'on entre dans le vif du sujet? Ok, donc de base, j'ai fait une formation en ingénierie informatique et réseau. Et nous, on n'avait pas encore de filière sécurité, mais j'étais quand même passionné par les analystes de la CIA, du FBI, qu'on retrouve généralement dans les films. J'aime regarder les films, oui, c'est voilà. Donc, on aimait quand même voir des gens s'introduire dans les systèmes, pirater des codes, etc. Donc, le rêve, il est né de là. Mais après ma formation, après un master en informatique, des années d'expérience, du travail au quotidien, j'avais vu quand même qu'il y avait quelque chose qui manquait. Parce que j'étais déjà du côté de l'administration, comment installer, comment gérer, comment éviter les problèmes. Mais j'avais envie de rester dans une position où j'allais casser, plus ou moins. Casser les lignes de code. Casser les lignes de code. Donc, être dans une position où c'est plutôt moi qui cause des problèmes. Bon, dans le sens de voir comment je pourrais quand même trouver des solutions. Donc, c'est comme ça qu'est née l'envie de passer à la cybersécurité. Donc, il y avait plusieurs possibilités. Le côté défensif ou le côté offensif. J'étais plus dans ma logique d'être celui qui s'introduit et tout. Bon, il y a une fine ligne entre ce que tu fais de façon professionnelle et le faire de façon malicieuse pour endommager ou faire du mal aux entreprises. Donc, j'ai décidé d'être du bon côté. Super. Parce que ça permet d'aider tous ceux qui sont dans des difficultés, parce qu'on voit aujourd'hui ce que ça peut avoir comme impact au quotidien. Donc, j'ai décidé d'être dans la position où c'est moi qui aide plutôt les entreprises à identifier les problèmes qu'ils ont généralement afin de trouver des solutions avant que des personnes mal intentionnées ne viennent leur porter des dommages. Super. Et tu as identifié MC Academy qui t'a accompagné dans ce sens? Bien sûr. C'est parti d'une formation qui avait été initiée en introduction. Un bootcamp qu'on avait organisé. Donc, j'avais suivi ce bootcamp et je me rappelle très bien qu'il y avait 2 formateurs. Il y avait vous, principalement, et Monsieur Godwin, qui est aussi un pentester. Bien sûr, Godwin à qui je fais un coucou au passage. Voilà. Donc, j'ai vraiment aimé la façon dont ça a été montré. Enfin, ça répondait un peu plus à ce que je cherchais, la pratique. Super. Parce que généralement, aujourd'hui, il y a beaucoup de certifications, il y a beaucoup de formations. Mais bon, on vient juste vous lire des tests, c'est quoi la cybersécurité, introduction. Mais on ne vous montre vraiment pas comment ça se passe. Et c'est vrai que j'étais aussi un peu passionné. Donc, un script qui dise comment on l'appelle. Il y avait des tutos par ici, on essayait d'entrer dans des Wi-Fi, de prendre des applications des gens, de le craquer, de créer des cracks et tout ça. Donc, quand même, il fallait rentrer dans le monde professionnel pour que ce soit plus propre. Et légal. Donc, du coup, je me suis dit, oui, ça, c'est ce que je voulais vraiment faire. Ça répond vraiment à ce que j'avais envie de faire. Et voilà, je me suis rapproché, on a eu une discussion et voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Et je voudrais quand même déjà dire que tu fais partie de ces meilleurs là au niveau de MC Academy. Merci. Et merci déjà pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, on va parler du OWASP Top 10 et il y a ce nouveau classement là qui spécifie clairement les nouvelles failles de sécurité au niveau des applications web. Déjà, de façon générale, c'est quoi OWASP avant de revenir au projet du classement? Ok. L'OWASP, c'est déjà dans la définition du sigle, c'est l'Open Web Application Security Project. Donc, c'est un projet, en fait, qui recense les 10 risques de sécurité les plus en vogue au niveau des applications web. Donc, c'est vrai qu'ils ont d'autres projets comme l'OWASP Top 10 API, l'OWASP Top 10 mobile. Mais bon, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le volet web. Donc, c'est l'ensemble des 10 risques de sécurité
les plus utilisés par les attaquants au niveau des applications. Ok, donc pour résumer, OWASP, c'est en fait un projet open source. Bien sûr. Il travaille sur plusieurs projets, et notamment la sécurité des applications web, des applications mobiles. Et aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à ce classement-là qui spécifie les nouvelles failles ou les failles de sécurité qui sont en vogue dans les applications web en 2025. Déjà, pour démarrer, quand tu as checké la liste, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quels sont les grands changements comparés à l'ancienne version que nous avons? Ok. L'ancienne version, déjà qui est sortie en 2021, avait déjà fait son lot de bruit parce que le classement avait quand même permis à tous ceux qui étaient dans le monde de la sécurité, les développeurs, de se rendre compte en fait de beaucoup d'erreurs qu'on a l'habitude de faire sans s'en rendre compte. Et celui de 2025, choquant pour moi, parce que oui, choquant dans le sens où, par exemple, à la première position, on a toujours le Broken Access Control, qui reste quand même l'une des choses les plus difficiles à contrôler. Et on a l'impression que ça ne bouge toujours pas. Parce qu'elle est toujours là, elle garde sa première position. Pour parler de ce que c'est déjà... On va revenir dans la suite du développement. Mais déjà, les grands changements, tu parles du Broken Access Control qui a gardé sa position. Mais déjà, comment est-ce que le classement est fait? Sur quoi on se base? Ok. Donc, le classement, déjà, c'est fait par des experts qui portent le projet. Et eux se basent généralement sur des millions de données qu'ils récupèrent généralement au niveau des applications de sécurité web qu'on utilise dans le monde, ainsi que des informations qui sont recueillies au niveau des entreprises pour lesquelles les gens font des pain tests, ils travaillent, font des tests de sécurité. Donc en fait, en fonction c'est le ramassis en fait de toutes ces données-là qui leur permet de conclure et de définir un classement final qu'ils sortent. Super. Donc, on va décortiquer maintenant le nouveau classement qui a bouleversé beaucoup de choses. Déjà, quand tu prends le premier élément du classement, aujourd'hui, quand on prend la majorité des applications web, quelle est la vulnérabilité qui revient en première position? Ok. Ce qui revient le plus, c'est bien sûr le Broken Access Control qui est toujours à la première position. Qui, en exemple, c'est comme je vais sur un site web et dans le lien que j'ai dans mon navigateur, je vois par exemple que le lien se termine par 123 ou bien compte, point d'interrogation, on donne un ID par exemple à un service ou quelque chose que vous avez et ça finit par exemple par 123 et que lorsque vous changez cette valeur de 123 à 124, elle vous permet d'avoir droit à une autre ressource ou à une autre information ou à un autre droit que vous n'êtes pas censé avoir. En fait, on va ramener un peu la balle à terre parce que nous avons aussi bien un public technique que non. Je sais que tout ce que tu dis, tu es dans ton domaine technique, mais de façon non technique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, tu parles de point d'interrogation, tu parles de 123. Broken Access Control, en français, on pourrait traduire comme, disons, le contrôle d'accès non sécurisé, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ok, c'est comme si je vais dans une boutique. J'ai acheté des articles et qu'au moment de payer, je me rends compte que en fait, j'ai par exemple un numéro de ticket que je dois utiliser pour payer ce que j'ai acheté. Et je me rends compte que ce numéro de ticket, il suffit que je le modifie et que j'utilise la carte de quelqu'un d'autre pour payer ce que j'ai acheté. Donc, c'est comme si, dès que j'ai changé le numéro de ticket qui m'est donné, j'ai à la place de ma carte que je devrais utiliser, la carte de quelqu'un d'autre que j'utilise pour payer mes frais à sa place. En gros, c'est comme le fait d'utiliser, en fait, d'avoir accès à des données auxquelles on ne devrait normalement pas avoir accès. C'est ça. Donc, disons, un utilisateur avec moins de privilèges qui parvient peut-être à faire des actions autres que celles qu'il est autorisé à faire. Ça va peut-être parler aussi à beaucoup plus de personnes. C'est comme vous êtes une plateforme de musique, comme Deezer, Spotify et autres, ça en fait la pub.
Et vous n'avez pas un accès premium. Et vous êtes censé avoir de la publicité lorsque vous écoutez la musique. Et vous vous rendez compte qu'il suffit juste de modifier une lettre, quelques paramètres, un chiffre, et là, vous devenez premium du coup. Et vous avez la possibilité d'écouter toute la musique sans publicité. Et si ça vient en première position, ça veut dire que dans la majorité des applications aujourd'hui, il y a cette menace-là qui est présente. Bien sûr. C'est ce que ça veut dire. Wow. Est-ce que c'est une ignorance? Pourquoi c'est comme ça? Bon, la technologie, elle avance. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont mises dans les applications. Il y a les API. Aujourd'hui, les droits, lorsqu'on veut créer des applications, il y en a tellement. On donne le droit d'admin, de l'utilisateur, du client. Donc, on veut attribuer à chaque personne un droit. Et ça peut faire que on peut se perdre dans la façon de gérer ses droits. Donc, du coup, sans savoir, on peut donner un droit à quelqu'un qui n'en a pas. On peut aussi en retirer à celui qui devrait en avoir. Et comment on se protège? Comment les applications, quelle est la mesure de sécurité à mettre en place pour éviter ce genre de faille-là? Ok. La première des choses, c'est déjà de centraliser les personnes qui détiennent les droits ou qui sont censés prendre des décisions, ou les grandes. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de définir beaucoup de droits à beaucoup de personnes, on peut les centraliser où on décide que c'est une seule personne qui définit les droits ou qui donne les droits et on passe par que cette personne pour obtenir des informations, des données, des ressources, etc. Ça, c'est la première des choses. Okay. La deuxième chose, c'est plutôt au niveau des acteurs de la sécurité. Leur rôle, les développeurs aussi, c'est de tester, d'être toujours en train de tester. Parce que, en fait, généralement, on pense plus à ce qui est normal. C'est-à-dire les gens... Le processus normal. Lorsque le développeur, il est dans son processus de création de l'application, lui voit... Est-ce que la fonctionnalité marche? Mon utilisateur, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Alors que si vous êtes dans une logique où c'est tester, vous vous mettez plus dans une situation où vous essayez de voir qu'est-ce que l'utilisateur aurait fait dans un cas anormal. Ouais. Donc, au lieu de dire, il va juste cliquer sur un bouton pour avoir tel résultat, moi, je me dis, s'il ne clique pas sur ce bouton, et il essaie d'aller quand même avoir ce résultat, qu'est-ce qui va se passer? Super. Donc, être dans une position où vous vous posez toutes les questions qui ressemblent un peu à la position de quelqu'un qui veut faire du mal, qui veut usurper des identités, qui veut voler. Et du coup, ça me fait penser à un principe qui existe en sécurité qu'on appelle le Zero Trust, où on ne fait du tout pas confiance à l'utilisateur. Du tout pas. On fait des contrôles renforcés à chaque couche en fait de l'application. Et autre stratégie en fait encore à laquelle on pourrait penser, c'est de faire appel aux pentesters, aux hackers éthiques après le développement, avant qu'une application n'aille en production. Bien sûr. Faire tester, évaluer l'application par une autre entité pour évaluer sa sécurité, sa robustesse. Tu es d'accord avec? Bien sûr, je suis d'accord. J'irai même encore plus loin et dire que en fait, on devrait avoir un pentester ou former les développeurs à avoir un œil sécurité à chaque étape de la création de leurs applications. Faudrait pas attendre la fin après avoir conçu toute l'application ou avoir tout bouclé pour appeler un pentester ou chercher à voir quelles sont les failles. C'est-à-dire à chaque niveau, il faut voir, on a implémenté une nouvelle fonctionnalité, on va voir s'il n'y a pas de faille, est-ce que ça répond, est-ce qu'on va pas contourner voilà. Et là, ça évoque encore un autre sujet, la security by design, c'est-à-dire la conception, l'intégration de la sécurité dès la conception, dès l'analyse du projet. Et c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire, mais vu l'envergure du sujet, on ne pourra malheureusement pas aller trop en détail, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles, sur nos réseaux personnels, après on pourrait revenir pour en parler. On va faire une transition vers la deuxième famille je dirais le deuxième élément qui revient en liste dans ce classement-là des vulnérabilités les plus fréquentes.
il y a ce qu'on appelle la security misconfiguration. En français, ça voudra dire les mauvaises configurations de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi cet élément-là vient en deuxième position? Déjà, il faut rappeler qu'elle était à la 5e position dans l'OAP Top 10. Ah bon? 5e position? Bien sûr. Et donc, elle est passée de la 5e position à la 2e position. Waouh! Donc, cela voudra dire que c'est devenu de plus en plus fréquent, que ce type d'attaque elle est fréquente et que c'est un peu plus difficile parce que ce qu'elle veut dire concrètement, c'est que c'est les erreurs de configuration, c'est-à-dire les mots de passe laissés par défaut. On installe un paquet pour dire on met en place une fonctionnalité qui demande par exemple un mot de passe et on laisse un mot de passe par défaut, je sais pas, password, 1, 2, 3, 4, 5. Les routeurs avec les mots de passe voilà, par défaut. Et pour aller un peu plus loin, au niveau des pare-feux par exemple, on a des ports qui sont laissés ouverts, qui ne servent à rien mais qui sont ouverts, qui sont peut-être laissés par défaut, qui ne sont pas contrôlés. Ou des ports, par exemple, où c'est une application qui doit être utilisée en interne, mais elle n'est pas verrouillée pour toutes les personnes. Mais en quoi c'est un problème? Ça facilite la tâche à celui qui veut vous faire du mal. Parce que quand il vient, il se dit, ici, par exemple, c'est un mot de passe qu'on doit utiliser pour passer. Ça doit être un mot de passe fort. Aujourd'hui, on ne parle même plus de mot de passe, on parle de passe-phrase. Donc, il vient, il se rend compte qu'en fait, il a mis un 1, 2, 3, 4, 5, et puis tout est ouvert. Wow. Il a mis un password, et puis tout est ouvert. Ou généralement, ce que les gens font, ils mettent leur prénom, arrobase, l'année dans laquelle on se trouve. Dans mon cas, je peux mettre un Charvel, arrobase 2025, et je me dis que c'est sécurisé. Alors que pas du tout. Donc, vous facilitez la tâche à la personne qui vient entrer dans vos systèmes, pour faciliter la tâche dans le sens où il ne se gêne plus, il réfléchit pas beaucoup. Vous ne lui rendez pas la tâche difficile. Vous ne le bloquez pas assez pour qu'il se dise il faut que je contourne, je fasse ci, je fasse ça. Il vient, c'est comme un voleur et vous lui laissez qui s'attend, il vient avec des outils pour casser le portail et tout. Il vient, il se rend compte que en fait c'est ouvert. Donc, du coup, par rapport à cette deuxième famille-là, c'est quoi les bonnes pratiques ou les recommandations pour pouvoir éviter ces vulnérabilités au sein des applications? Non. La première des choses, c'est déjà de penser au hardening, qui voudra dire durcir la sécurité au niveau de cette application. S'arranger pour avoir, par exemple, des benchmarks, des guides de bonnes pratiques pour ne pas tomber dans ce genre de vulnérabilité. Nous avons aussi des templates qui existent. Donc, se baser sur des templates, c'est en quelque sorte des façons de faire qui existent déjà et qui sont sécurisées pour la plupart. Donc, on se base sur ce genre de choses pour évoluer. Super. Donc, la troisième, je dirais le troisième élément de la liste, c'est Software Supply Chain Failures. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce troisième élément? Et c'est d'ailleurs une nouvelle catégorie. Bien sûr, c'est la nouvelle catégorie. Bon, elle était déjà dans une catégorie, dans celle de 2021, mais c'est la nouvelle catégorie de cette année. Okay. Et ce qu'elle veut dire concrètement, c'est quoi? On sait que pour concevoir des applications, c'est un élément c'est l'ensemble de beaucoup d'éléments. C'est-à-dire, c'est des bibliothèques, c'est des librairies, des dépendances. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, on se base sur beaucoup de choses qui sont open source, donc qui sont à la portée de tout le monde, mais qui ne sont pas forcément vérifiées ou vérifiables. Donc, du coup, lorsque c'est comme des Lego, par exemple, où vous devez monter les briques un peu partout de différentes couleurs, mais vous ne savez pas comment ces briques avec ces différentes couleurs sont conçues. Vous prenez, vous mettez jusqu'à ce que vous ayez votre application finale. Ben comment faire alors? Donc, je suppose que je dois développer une application et j'ai trouvé un plugin ou une librairie qui le fait. Comment je me rassure que cette librairie est sécurisée avant de l'intégrer à l'application? C'est un peu compliqué parce que nous avons des outils open source. On peut utiliser des scanners par exemple qui, à chaque fois qu'on implémente une librairie, on peut vérifier, on peut scanner pour voir
mais c'est plus compliqué. Je pense que c'est pourquoi elle revient à la 3e position aujourd'hui, parce que c'est un peu difficile de s'assurer que tout ce que vous avez comme dépendance librairie soit protégé. Parce que aujourd'hui, on fait un NPM, bon, pour ceux qui s'y connaissent, on installe les dépendances, on fait un apt get install, tout ce que vous voulez, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient. Les dépôts ne sont pas forcément connus. Est-ce qu'on est sûr que le code qui est écrit... Puisque après tout aussi, c'est les humains qui développent ces donc, ces humains aussi peuvent être animés par de mauvaises intentions. Bien sûr. Et ça peut être aussi des erreurs de configuration, comme on l'a dit. Ouais. Donc, du coup, on ne sait pas. Il faut vérifier à chaque fois. C'est-à-dire, vous prenez une brique, il faut savoir comment elle a été conçue, avec quel type de ciment, en exemple. On peut aussi essayer de se baser aussi sur la notoriété du plugin. Est-ce que c'est les avis des utilisateurs, les commentaires pour bien décider? Le 4e élément de la liste, c'est les défaillances cryptographiques. Qu'est-ce que ça voudra dire et comment est-ce qu'on peut s'en protéger aujourd'hui au niveau des applications? Bon, le 4e élément, c'est les cryptographiques. Failure, qui voudra dire les erreurs cryptographiques ou les failles cryptographiques. Déjà, la cryptographie, c'est déjà un peu compliqué à mettre en place. Donc, imaginez, vous avez une équipe, par exemple, qui dit, nous, on a créé notre propre algorithme de cryptage. On ne se base pas forcément sur quelque chose qui existe. Ou vous avez des mots de passe qui sont juste hachés en MD5. Il y en a encore qui continuent. Bien sûr, bien sûr. Dans les applications? Bien sûr, on en retrouve. Wow. Donc, ou c'est juste mis en base 64 pour donner l'impression que c'est chiffré. Ou carrément en clair. Voilà, ou carrément en clair. Donc, vous voyez des applications où les mots de passe sont codés en dur. Vous voyez c'est-à-dire des éléments de la base de données qui ne sont pas protégés, c'est pas chiffré. Ou il y a des applications qui doivent communiquer avec des serveurs et parce qu'on n'a pas mis en place un système de rotation de clés et qu'on doit par exemple utiliser un système cryptographique symétrique, donc on est obligé de laisser la valeur, le mot de passe, la clé et tout ça en clair dans l'application. Il suffit de faire un petit reverse et puis vous avez tout ça en clair. Et comment s'en protéger? Pour s'en protéger, il faut penser à ne pas laisser les mots de passe en clair, comme on l'a dit déjà. Essayer au maximum d'offusquer tout ce qui doit rester dans le code et qui est un mot de passe. Tout ce qui doit aller vers la base de données, on doit essayer au maximum de les chiffrer. Aujourd'hui, on est à l'AES 256. Donc, il faut s'arranger pour que ce soit la base. Déjà. Et en fonction de ce que vous mettez en place, vous développez, je ne veux pas dire développer des algorithmes de cryptage, mais vous vous basez quand même sur ce qui existe déjà et qui sont plus ou moins robustes pour pouvoir mettre en place des applications. Le 5e élément de la liste, et ça revient toujours, c'est la fameuse injection. Ah oui, l'injection. Je pense que c'est celle qui est la plus connue. Et celle que nous, les pentesters, nous aimons le plus. C'est celle qu'on enseigne toujours quand on fait des formations cybersécurité. Parce que c'est l'ingestion des commandes, l'ingestion OS, et assez de trucs. L'ingestion SQL aussi. Oui. L'ingestion SQL, qu'est-ce que ça veut dire en langage non technique? Parce que ça m'intéresse beaucoup. Ok, c'est comme... je veux questionner une base de données pour dire, je veux savoir par exemple la liste de tous ceux qui ont acheté au mois d'avril. C'est un exemple. Ça, c'est un cas pratique. Voilà. J'ai une base de données. Je veux savoir qui sont ceux qui ont acheté mes articles en avril, par exemple. Ok. Et que j'ai la possibilité d'aller encore plus loin et de voir quels sont les mots de passe de tes utilisateurs qui sont inscrits sur mon site et qui ont acheté ces articles en avril. Donc, c'est la possibilité de prendre des informations de la base et d'aller vers des informations dont on ne devrait pas avoir accès normalement. Donc, l'utilisateur, par exemple, on lui dit « tu peux consulter tes factures, tu peux consulter, par exemple, le nombre de fois où tu as payé notre service sur notre site. » Et on se rend compte qu'au-delà de ça, il a la possibilité de consulter les factures d'autres personnes, d'autres clients, et d'aller même jusqu'à voir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe qui leur ont permis de s'inscrire sur le site pour faire les achats. Et comment on se protège de ça?
Ça, la première des choses, c'est les entrées utilisateurs. Chaque fois. Quand tu dis entrée utilisateur, c'est quoi? Lorsque vous permettez à l'utilisateur d'entrer quelque chose, une valeur au niveau de votre site web, que ce soit un commentaire, que ce soit une case de recherche, que ce soit un formulaire, vous devez vous arranger pour que tout ce qu'il entre comme données, tout ce qu'il insère comme données soit vérifié. Que un utilisateur, peut-être vous définissez par exemple la taille de ce qu'il doit mettre, le nombre de lettres qu'il doit mettre, le type de lettres qu'il doit mettre. Dans votre cas, on ne doit pas mettre par exemple des chiffres. Vous devez vous arranger pour que ça ne soit pas possible. Des caractères spéciaux, parce que c'est par là que ça passe généralement. Il faut bloquer les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, c'est-à-dire arrobase, dièse, point d'exclamation, crochet, tout ça. La meilleure façon, c'est d'avoir des listes blanches. Donc, vous définissez le type de données que vous devez recevoir. Là, ça permet à votre serveur ou à votre système mis en place de bloquer tout ce qui est censé ne pas être accepté. Il y a une chose que je remarque aussi souvent quand on voit les champs de formulaire qui doivent attendre des entrées de type numéro et qu'on arrive à mettre des textes alphabétiques. Ça aussi, c'est pris en compte. C'est-à-dire un champ, par exemple, pour mettre un numéro de téléphone où je parviens à renseigner peut-être AZERTY ou une lettre ou un mot. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que ça dépend du système que vous avez en place. Nous avons aussi, par exemple, les erreurs qui s'affichent lorsque vous mettez des valeurs. Oui. En partant de l'exemple que vous avez donné, je dis par exemple que je ne dois que mettre des chiffres. Et dès que je mets des lettres, quand vous avez dit, j'ai une erreur qui me dit, vous ne devez pas mettre des lettres. Ça, c'est des indications aussi. Voilà. Donc, ça permet aux hackers ou à nous, les pétesseurs, de savoir que nous avons tel type de base de données, telle version de base de données. Donc, il faut éviter de laisser apparaître ce genre d'erreurs et contrôler tout ce qui est inscrit ou tapé par l'utilisateur. Ne jamais faire confiance, en gros. Ne jamais toujours vérifier. Toujours vérifier. Ça, c'est une règle primordiale. Toujours vérifier. Ne jamais faire confiance. Surtout quand il s'agit d'un utilisateur. Ensuite, on a le sixième élément de la liste. C'est la conception non sécurisée. Insecure design. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et quels sont les moyens de protection? Bon, ça revient toujours à ce qu'on disait. C'est dans la conception. Donc, intégrer la sécurité. Intégrer la sécurité à tous les niveaux. Ne pas attendre d'avoir fini de concevoir son application pour se mettre à tester, pour se mettre à chercher les failles. Toujours s'arranger pour qu'à chaque étape, à chaque implémentation d'une nouvelle fonctionnalité, tester, s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Penser à toutes les éventualités possibles, tous les scénarios qui vont dans le sens où la personne peut porter atteinte à notre fonctionnalité et tester, toujours tester. Septième élément de la liste, authentication failures. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est déjà par rapport aux authentifications. Donc, vous avez par exemple des plateformes où vous avez la possibilité, lorsque vous entrez votre mot de passe et qu'il est faux, de l'essayer autant de fois que vous voulez. Là, vous permettez aux hackers, par exemple, de concevoir des listes qu'on appelle généralement des word lists ou des dictionnaires et de tester autant de mots de passe possibles qu'on appelle généralement le brute force. Donc, de tester, grâce à un nom d'utilisateur qu'il connaît, de tester autant de combinaisons de mots de passe possibles. Donc, ils peuvent même... Il y a des word lists qui existent déjà. Le plus connu, le Rock.io.txt. On peut aussi créer son propre dictionnaire basé sur les informations qu'on a sur quelqu'un, sur un système. Donc, je peux décider, par exemple, j'ai quelqu'un qui s'appelle Charbel Achade et je sais que il est paytester. Aujourd'hui, on a le site du bac. On peut aller voir, il a eu son bac en quelle année, il est né quand, il a un compte LinkedIn. Donc, on constitue une base de données et on conçoit un dictionnaire, une word list en fonction de la personne. Et avec ça, on peut aller faire un brute force, c'est-à-dire essayer toutes les combinaisons possibles avec cette
avec ce dictionnaire qu'on a conçu et essayer au maximum de trouver les mots de passe. Avis donc à tous ceux qui aiment utiliser les mots de passe du style Charbel, arrobase, 2025, à dièse. Toujours utiliser des mots de passe forts. Des mots de passe forts en faisant des combinaisons de noms, pas de noms, en faisant des combinaisons des caractères spéciaux, des caractères numériques, alphabétiques, etc. À la 8e position, nous avons l'échec d'intégrité des logiciels ou des données. Nous avons encore des échecs de journalisation et d'alerte. Et à la 10e position, une nouvelle catégorie qui refait surface, c'est-à-dire les mauvaises gestions des conditions exceptionnelles. Donc, je voudrais qu'on parle de ce 10e élément-là spécifiquement parce que c'est une nouvelle catégorie qui émerge. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est le cas où vous avez des scénarios qui ne se passent pas comme prévu. Vous avez une application, par exemple, vous avez une base de données qui est pleine, on a inséré une donnée qu'on ne devrait pas et l'application ne se comporte pas comme elle devrait se comporter. Donc, c'est aussi des moyens, c'est-à-dire un attaquant qui vient, il s'attend peut-être lorsqu'il va mettre un certain code, l'application va se comporter de telle façon et il se rend compte que en fait l'application ne se comporte pas forcément comme elle devrait. Donc il se dit il y a moyen quand même que j'essaye autre chose pour voir si elle ne va pas se comporter. Il a des informations additionnelles sur la configuration du système à travers l'erreur qu'il a générée. Donc peut-être qu'il insère des données au lieu de recevoir une réponse préétablie, il en reçoit un peu plus que prévu. Donc, c'est en gros tout ce à quoi on ne s'attend pas forcément, toutes les modifications qui viennent après. Super. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cet épisode-là. J'ai voulu qu'on le réalise pour décortiquer un peu le classement et les éléments qui sont nouveaux, qui ont changé dans ce nouveau classement. Quand tu regardes le tout, dis-moi, comment est-ce qu'aujourd'hui le guide OWASP Top 10 aide un pentester dans sa mission de pentest? Le WASP Top 10 aujourd'hui, c'est un peu comme une boussole. C'est-à-dire, c'est ça qui nous permet, à nous pentesters, de savoir quelle méthodologie il faut mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut tester, par quoi il faut commencer. Et ça, c'est en fonction de chaque application qu'on a. Et ça aide également les développeurs, dans le sens où ça leur permet aussi à chaque niveau d'implémentation de savoir ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut faire, et aux entreprises de savoir dans quoi il faut injecter l'argent, en gros. Donc vous avez une application, il faut savoir où mettre l'argent pour gérer la sécurité. Merci beaucoup à toi, Charbel, d'être passé sur le podcast. Merci beaucoup. Je vais te laisser conclure en te disant peut-être de te prononcer sur l'IA générative aujourd'hui avec le vibe coding. Est-ce que il y a des risques ou bien c'est plutôt un avantage auquel on doit s'intéresser? Je dirais les deux en même temps parce que c'est devenu un multiplicateur de force, je dirais. Dans le cas où aujourd'hui avec un simple prompt vous pouvez générer une application, enfin du code pour une application, c'est très facile, ça va vite, ça va très vite même. Tout le monde peut se lever, concevoir quelque chose aujourd'hui. En une nuit, voilà, on a un truc à faire, on a les bons abonnements, on peut descendre rapidement des applications. Mais ça vient avec des failles. Le problème, c'est que ça se base généralement sur peut-être des forums comme Stack Overflow, des choses comme ça, où le code peut être avec des failles. Donc dans le même temps, dans le même temps, ça peut être encore quelque chose de formidable parce qu'aujourd'hui, on entraîne les IA à reconnaître les failles et les erreurs dans les codes qui sont écrits. Donc, dans le même temps où ça peut venir avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de failles pour ceux qui vont très vite et qui veulent concevoir. Dans le même temps, les IA aujourd'hui aussi constituent un élément très bon, très cool dans le sens où elle peut te permettre aussi d'analyser du code, de savoir s'il y a des erreurs dedans, de savoir si on peut corriger des choses et tout. Donc, autant l'utiliser ou ne pas l'utiliser? Ton mot de fin. L'utiliser, mais avec des réserves. Avec des réserves. Merci à toi, Charbel, d'être passé sur cet épisode-là de MCA Cybertalk. Merci beaucoup, Aléchinan. C'était passionnant. C'était passionnant. S'il faut retenir quelque chose, c'est déjà que l'OWASP Top 10, c'est pas une loi, c'est pas un produit,
c'est un processus. C'est-à-dire que il faut pas juste se lever et dire, bon, ok, j'ai les 10, je me suis assuré que, bon, dans toutes les catégories, non, c'est pas ça. Il faut prendre le temps et à chaque niveau, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce que le code, il est bon, est-ce que le code, on l'a poussé à bout pour voir comment il va réagir. Est-ce qu'on a testé à chaque niveau de l'implémentation jusqu'à la fin? Est-ce que tout ce qu'on importe, les briques qu'on met pour concevoir les bibliothèques et tout ça, est-ce que ça vient du bon dépôt? Des sources fiables. Est-ce qu'on a des sources fiables? Et tester. Merci beaucoup à toi, Chabel. Merci d'être passé sur le podcast. Nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez tiré le maximum d'informations possibles. Nous avons écrit un article sur le sujet. Il est disponible, le lien est disponible en commentaire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner de la force. Abonnez-vous, likez cet épisode et surtout, partagez-le pour toucher le maximum de personnes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro pour parler d'un nouveau sujet toujours lié à la cybersécurité.